Le soleil de plomb qui pèse sur Niamey en ce mois de mars 2026 ne semble pas seulement écraser les avenues poussiéreuses de la capitale nigérienne, il semble aussi peser sur les consciences diplomatiques à Paris. Ce qui se joue actuellement entre les rives de la Seine et les sables de l'Aïr dépasse le simple cadre d'un contentieux commercial ou d'une banale brouille post-coloniale. Nous assistons à une métamorphose brutale des rapports de force. Une pièce de théâtre tragique où les masques tombent les uns après les autres, révélant les mécanismes d'une diplomatie de l'ombre que certains n'hésitent plus à qualifier de tentative désespérée de corruption systémique. Le dossier de l'uranium nigérien, autrefois pilier silencieux de l'indépendance énergétique française, est devenu le théâtre d'un affrontement où la morale cède la place au cynisme et où la souveraineté d'un peuple se heurte aux intérêts d'une multinationale aux abois, Orano, dont l'actionnaire principal n'est autre que l'État français. Pendant des décennies, le schéma était immuable, presque confortable pour l'ancienne métropole. L'uranium sortait du sol nigérien selon des tarifs préférentiels, traités par une expertise française jalousement gardée pour finir dans les réacteurs du parc nucléaire hexagonal. C'était l'époque de la stabilité contractuelle, un terme poli pour désigner un déséquilibre structurel où Niamey regardait passer les trains de minerais en espérant grappiller quelques miettes fiscales. Mais le coup d'État de juillet 2023 a brisé ce miroir aux alouettes. Le général Abdourahmane Tiani, en prenant les rênes du pays, n'a pas seulement renversé un régime, il a renversé une table de négociation vieille de 60 ans. La réponse de l'Élysée fut d'abord d'une fermeté monolithique. Emmanuel Macron, drapé dans une dignité de principe, martelait qu'aucune discussion ne serait engagée avec des autorités issues d'un putsch, qualifiant parfois le nouveau régime de terroriste ou d'illégitime. Le Quai d'Orsay suivait la ligne, pas de reconnaissance, pas de dialogue, pas de compromis. Pourtant, quelque chose a changé dans l'air de Paris. La morgue diplomatique a laissé place à une fébrilité inquiétante. Subitement, le temps des invectives semble révolu, remplacé par les murmures feutrés des négociations secrètes. Pourquoi ce revirement ? Pourquoi la France, qui jurait ne jamais s'asseoir à la même table que le général Tiani, cherche-t-elle aujourd'hui désespérément un règlement négocié ? La réponse tient en un mot, impuissance. Orano a perdu le contrôle. L'entreprise française, fleuron du nucléaire, se retrouve dans la position humiliante d'un propriétaire expulsé qui continue de revendiquer les fruits du verger qu'il ne cultive plus. La presse allemande, souvent plus prompte à pointer les contradictions de son voisin gaulois, rapporte une situation ubuesque. Orano réclame des droits de propriété sur l'uranium qu'elle n'a pas produit, sur du minerai extrait après son éviction, sous le contrôle exclusif de l'État nigérien. Cette prétention juridique repose sur les accords historiques, ces contrats néocoloniaux dont la validité est aujourd'hui violemment contestée par Niamey. Pour le Niger, ces textes sont les vestiges d'une ère de domination révolue. Pour Orano, ils sont le dernier rempart contre une perte financière et stratégique colossale. En septembre 2025, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, CIRD, a rendu une décision provisoire en faveur de la France, interdisant temporairement au Niger de vendre le concentré d'uranium, le fameux Yellow Cake, issu de la mine de la Somaïr. Mais sur le terrain, la réalité se moque des tribunaux parisiens ou washingtoniens. Le Niger a nationalisé la Somaïr en juin 2024 et il a décidé, en ce début d'année 2026, de passer outre les injonctions arbitrales pour mettre sa production sur le marché international. C'est ici que la stratégie d'Emmanuel Macron prend une tournure plus sombre. Face à l'échec des menaces juridiques et des pressions diplomatiques, l'Élysée semble avoir activé le levier de la corruption d'influence. L'objectif est clair, maintenir une mainmise, même partielle, sur l'uranium en tentant de ramener le général Tiani dans le giron français par des concessions financières déguisées. On parle de gestes de bonne volonté, de fonds de stabilisation ou de partenariats renouvelés. En réalité, il s'agit d'une tentative de rachat de la souveraineté nigérienne. La France espère que l'attrait d'un règlement financier rapide et la promesse d'une reconnaissance diplomatique progressive pourront fléchir la détermination du régime militaire. C'est un pari risqué, car Niamey a compris que son uranium vaut bien plus que l'échec de Paris. Le général Tiani, conscient du rapport de force, joue une partition serrée. En février 2026, il a proposé un geste qui sonne comme une provocation diplomatique. Restituer à Orano sa part légale, 63,4% sur les stocks extraits avant la nationalisation, soit environ 99 tonnes, en prenant même en charge les frais de transport vers la France. Mais pour le reste, les 2000 tonnes produites sous autorité nationale, la porte est fermée à double tour. Tout ce qui a été produit après appartient au Niger et restera au Niger, a martelé le président de la transition. Cette fermeté cache-t-elle une ouverture aux offres souterraines de Macron ?
Pour l'instant, le Niger semble préférer la diversification à la soumission. Pendant que Paris essaie de corrompre le processus de libération nigérien par des promesses de normalisation, Niamey regarde vers l'Est et vers l'Asie. Le changement d'époque est gravé dans le marbre d'un mémorandum d'entente signé en juillet 2025 avec le géant russe Rosatom. Le ministre russe de l'énergie, Serge Sivilev, a été reçu avec les honneurs, là où les émissaires français sont persona non grata. La Russie ne propose pas seulement d'acheter du minerai brut, elle propose une coopération globale. Infrastructure, formation de cadres et surtout le développement d'un nucléaire civil nigérien. C'est là que le bas blesse pour l'influence française. Moscou offre des outils de puissance, là où Paris n'offrait que des royalties de subsistance. La Chine et le Japon sont également dans la course. Pékin, avec sa puissance de feu financière, propose le modèle « ressources contre infrastructure », promettant de transformer le paysage nigérien en échange d'un approvisionnement sécurisé. Le Japon, quant à lui, mise sur un partenariat technologique de haut niveau. Pour le Niger, cette concurrence est une aubaine. Elle permet de casser le monopole français qui, pendant des décennies, a agi comme une véritable prise d'otage économique. En ayant plusieurs acheteurs crédibles, le Niger ne négocie plus seulement un prix au kilo qui flirte d'ailleurs avec les 70 $ en 2026, il négocie son développement futur. Il impose des clauses de transformation locale, exige la construction de routes, de centrales électriques et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. L'absurdité de la position française éclate au grand jour lorsque l'on examine les revendications d'Orano sur la production post-nationalisation. Comment une entreprise peut-elle sérieusement réclamer la propriété d'une matière première extraite d'un sol souverain, par une main-d'œuvre locale, sous une direction nationale, après que ses propres opérations ont cessé? C'est le sommet du déni colonial. La France invoque la protection des investissements, mais au Niger, on répond pillage historique. La tentative de Macron de corrompre ce mouvement de réappropriation par des négociations de dernière minute est perçue par beaucoup comme un aveu de faiblesse. On ne négocie pas avec celui qu'on méprise, sauf quand on a absolument besoin de ce qu'il possède. Le volet sécuritaire vient ajouter une couche de complexité à ce bras de fer. Les attaques terroristes de janvier 2026 près des stocks d'uranium à Niamey, revendiquées par l'État islamique, rappellent que la zone est une poudrière. La France, qui se présentait jadis comme le garant de la sécurité au Sahel, est aujourd'hui accusée par certains milieux nigériens de mener une guerre asymétrique de déstabilisation. Chaque incident sécuritaire est interprété comme une pression supplémentaire exercée pour forcer le régime de Tiani à revenir à la table des négociations françaises. La coïncidence entre les revers juridiques d'Orano et la recrudescence de l'insécurité autour des sites miniers alimente les théories les plus sombres sur les méthodes employées par Paris pour garder le contrôle. Pourtant, le marché mondial de l'uranium ne favorise pas les tactiques d'intimidation de la vieille garde. La demande explose. Les grandes puissances cherchent toutes à sécuriser leurs sources d'énergie face à l'instabilité des hydrocarbures et aux impératifs de la transition énergétique. Dans ce contexte, 1000 tonnes d'uranium représentent près de 170 millions de dollars de revenus directs, sans compter les leviers géopolitiques qu'elle procure. Pour le Niger, l'uranium n'est plus seulement une ressource minière, c'est une arme diplomatique. Le fait de pouvoir choisir son partenaire, qu'il soit russe, chinois ou japonais, vide de son sens toute tentative de corruption financière venant de l'Élysée. Car que peut offrir Emmanuel Macron que les autres ne proposent pas avec moins de morgue et plus de respect pour la souveraineté? La stratégie de Macron semble être celle du tout sauf la perte totale. En ouvrant la porte au dialogue, la France espère sauver les meubles, obtenir quelques garanties d'approvisionnement et éviter que le Niger ne devienne une plateforme exclusive pour ses rivaux géostratégiques. C'est une leçon brutale pour Paris, une leçon sur les limites de la puissance et sur l'obsolescence des méthodes de la France-Afrique. Entre les sables de Niamey et les lambris de l'Élysée, le fossé n'a jamais été aussi grand, et aucune tentative de négociation sous pression ne semble pouvoir le combler désormais. Le Niger marche vers son avenir, laissant derrière lui les prétentions d'une métropole qui n'a pas su voir que le monde ne lui appartenait plus.